Ce jour-là, j'ai compris qu'une simple clé pouvait changer le destin de toute une famille. Je m'appelle Agathe Perrault. J'ai 59 ans. Et ce que je vais vous raconter est l'histoire la plus douloureuse et la plus juste que j'ai jamais vécue. Tout a commencé un samedi matin de juin. Le ciel de Paris était d'un bleu éclatant, le genre de journée où l'on croit que rien de mal ne peut arriver. J'avais rendez-vous avec ma fille Camille pour organiser une fête surprise en l'honneur de Tristan, son mari. 35 ans. Un anniversaire important, disait-elle. Camille avait insisté pour que je vienne tôt, vers 9 heures. Elle voulait tout préparer dans les moindres détails. Les fleurs, le champagne, les petits fours qu'elle commandait toujours chez le même traiteur de la rue de Grenelle. Ma fille a toujours été perfectionniste. Depuis toute petite, elle voulait que chaque chose soit à sa place, que chaque geste ait un sens. Je me souviens encore de l'odeur du café que j'avais préparé avant de partir. J'habitais à 20 minutes de chez eux, dans un petit appartement du 15e arrondissement. Un 2 pièces calme, avec vue sur un square où les enfants jouaient l'après-midi. Depuis la mort de mon mari, il y a 8 ans, j'avais appris à vivre seule. Mais Camille, c'était ma lumière, mon unique fille, celle pour qui j'aurais tout donné. Ce matin-là, j'ai pris le métro, puis j'ai marché jusqu'à leur immeuble, boulevard Raspail. Un bel immeuble haussmannien avec une porte cochère en bois sombre et des balcons en fer forgé. Camille et Tristan vivaient au 3e étage, dans un appartement de 90 mètres carrés qu'ils avaient acheté 3 ans plus tôt, juste après leur mariage. Tristan. Je dois avouer que, dès le début, j'avais eu des doutes, pas des certitudes. Juste une gêne. Quelque chose dans son regard, une politesse trop parfaite, trop calculée. Mais Camille l'aimait. Et quand une mère voit sa fille heureuse, elle préfère se taire. Elle préfère croire que ses doutes ne sont que des ombres, des peurs de vieille femme qui a trop vécu. J'ai monté les escaliers lentement. Mes genoux me faisaient mal ce jour-là. L'humidité sans doute. J'avais apporté un sac avec des nappes en lin blanc, celles que ma mère m'avait offertes il y a 30 ans. Je voulais que tout soit beau pour Camille. Pour elle, pas pour lui. Arrivé devant la porte, j'ai sorti la clé qu'elle m'avait donnée il y a 2 ans. Une petite clé en laiton, avec un porte-clés en forme de cœur. Comme ça, maman, tu pourras venir quand tu veux. Tu es chez toi ici. C'est ce qu'elle m'avait dit. J'ai tourné la clé doucement. La porte s'est ouverte sans bruit. Et là, tout de suite, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Le silence. Un silence trop lourd, trop épais. Pas le silence d'un appartement vide. Non. Le silence de quelqu'un qui retient son souffle. J'ai posé mon sac dans l'entrée, sur le petit guéridon en marbre. Mes mains tremblèrent légèrement, mais je ne savais pas encore pourquoi. J'ai avancé dans le couloir. Les volets du salon étaient fermés. Une odeur de parfum flottait dans l'air. Un parfum que je ne connaissais pas. Trop sucré. Trop lourd. J'ai appelé doucement. « Camille ?» Pas de réponse. « Tristan ?» Toujours rien. Et puis, j'ai entendu un bruit. Très léger. Comme un murmure étouffé. Cela venait de la salle de bain, au fond du couloir. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai avancé, pas à pas, comme si le sol pouvait se dérober sous mes pieds. La porte de la salle de bain était fermée. Et sous la porte, une ombre. 2 ombres, en vérité. J'ai frappé doucement. Il y a quelqu'un ? Un silence. Puis, un froissement de tissu. Un rire nerveux, étouffé. J'ai senti mon estomac se nouer. Mes doigts se sont crispés sur mon sac à main. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois. « Tristan, c'est moi. Agathe, ouvre s'il te plaît. » Encore un silence, long, interminable. Et puis, la porte s'est entr'ouverte. Juste un peu, juste assez pour que je voie son visage. Tristan, les cheveux en désordre, le col de sa chemise ouvert, et derrière lui, dans le reflet du miroir, une silhouette féminine qui tentait de se cacher. Mon sang n'a fait qu'un tour. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je demandé d'une voix que je ne me connaissais pas. Il m'a regardé, et là, il a souri. Un sourire froid, un sourire méprisant. « Agathe, a-t-il dit calmement, vous êtes en avance. » J'ai voulu répondre, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Derrière lui, la femme a bougé, et je l'ai reconnue. Élise, la cousine de Tristan, celle qu'on invitait à tous les repas de famille, celle qui embrassait Camille en l'appelant « ma chérie ». J'ai senti mes jambes trembler. « Élise ?» ai-je murmuré. Elle n'a rien dit. Elle a juste baissé les yeux. Tristan, lui, n'a pas bougé. Il m'a fixé, droit dans les yeux. Et là,
Il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, quelque chose qui a changé ma vie, qui a changé tout. Il a dit, d'une voix calme, presque amusée, « Ma femme ne croira jamais une vieille démente. » Ces mots-là, ils sont restés suspendus dans l'air, comme une gifle invisible, comme un couteau planté dans mon cœur. J'ai regardé cette porte entr'ouverte, j'ai regardé ce sourire, j'ai regardé cette femme qui se cachait derrière lui. Et j'ai compris. J'ai compris que cet homme ne craignait rien, qu'il pensait pouvoir tout contrôler, tout manipuler, même moi, même ma fille. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai refermé la porte, doucement, sans un mot, et j'ai tourné la clé, celle qui était restée dans la serrure, côté couloir. J'ai entendu Tristan frapper contre la porte. « Agathe, qu'est-ce que vous faites? Ouvrez !» Mais je n'ai pas répondu. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. Mais je me suis concentré. J'ai composé 2 numéros. Le premier, Camille. Le second, Maxime, le mari d'Élise. J'ai dit la même chose aux 2. Juste une phrase. Calme, froide, précise. Viens tout de suite. C'est urgent. Ne pose pas de questions. Et puis, j'ai attendu. Assise sur le canapé du salon, la clé serrée dans ma main. Derrière la porte de la salle de bain, j'entendais des voix étouffées. Des disputes, des supplications. Mais moi, je n'ai pas bougé. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais compris quelque chose d'essentiel. Parfois, la vérité ne suffit pas. Il faut la rendre visible, il faut la rendre indéniable. Et ce jour-là, j'ai décidé que personne ne me traiterait jamais plus de « vieille démente ». Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vraiment vous lire. Pour comprendre pourquoi ce jour-là m'a brisé, il faut que je vous raconte qui était Camille, qui elle avait toujours été, et pourquoi j'aurais donné ma vie pour la protéger. Camille est née un matin de mars, il y a 32 ans. Je me souviens encore de la lumière de ce jour-là. Douce, presque irréelle. Mon mari, Laurent, était à côté de moi, tenant ma main. Quand l'infirmière a posé ce petit être dans mes bras, j'ai su que ma vie venait de changer pour toujours. Elle avait des yeux immenses, d'un bleu profond, et elle me regardait comme si elle me reconnaissait déjà. Laurent est mort quand Camille avait 24 ans. Un infarctus, brutal, sans prévenir, un mardi matin, alors qu'il prenait son café. Il n'a même pas eu le temps de souffrir, m'ont dit les médecins. Mais moi, j'ai souffert pour 2, pour 10, pour 1000. Camille aussi. Pendant des mois, elle est venue dormir chez moi. Elle ne supportait pas d'être seule dans son studio. Elle pleurait la nuit, en silence, croyant que je ne l'entendais pas. Mais je l'entendais. Une mère entend toujours. C'est pendant cette période-là, 2 ans après la mort de Laurent, qu'elle a rencontré Tristan. Elle travaillait dans une galerie d'art, rue de Seine. Une petite galerie élégante, spécialisée dans l'art contemporain. Camille avait toujours aimé la beauté. Les formes, les couleurs, les détails qui échappent aux autres. C'est ce qui la rendait si particulière. Elle voyait le monde différemment. Tristan était venu à un vernissage. Il travaillait dans la finance, gestionnaire de patrimoine, disait-il. Costume sur mesure, montre suisse, sourire parfait. Il avait acheté une toile ce soir-là. Une œuvre abstraite, très chère. Camille m'a raconté qu'il avait passé 1 heure à discuter avec elle, qu'il lui avait posé des questions intelligentes, qu'il l'avait écoutée, vraiment écoutée. À cette époque-là, Camille avait 27 ans. Elle sortait à peine du deuil. Elle cherchait quelque chose, quelqu'un, une encre, un nouveau départ. Tristan lui a offert exactement cela. Il l'a invitée à dîner la semaine suivante, puis au théâtre, puis à un week-end en Normandie, dans une maison de famille qu'il disait posséder depuis des générations. Camille revenait de ses escapades les yeux brillants. Elle parlait de lui comme d'un homme différent, cultivé, attentionné. Moi, je souriais. J'étais heureuse de la voir heureuse. Mais au fond de moi, quelque chose me dérangeait. Peut-être était-ce la façon dont il la regardait. Pas avec amour. Non, avec possession. Comme on regarde un objet rare qu'on vient d'acquérir. Peut-être était-ce sa politesse excessive. Quand il venait dîner chez moi, il apportait toujours des fleurs, toujours les mêmes, des roses blanches. Il complimentait ma cuisine. Il me demandait des nouvelles de ma santé. Mais tout cela sonnait faux, comme une partition apprise par cœur. Mais je n'ai rien dit, parce que Camille riait à nouveau,
parce qu'elle avait retrouvé une lumière que je croyais éteinte depuis la mort de son père. Et parce qu'une mère, parfois, préfère se tromper plutôt que de briser le bonheur de son enfant. Ils se sont mariés 3 ans plus tard, en juin. Un mariage magnifique, dans une propriété en Provence, 200 invités, un photographe professionnel, des tables décorées de pivoine blanche et de bougies dorées. Camille portait une robe en dentelle de Calais avec une traîne de 3 mètres. Elle était éblouissante. Ce jour-là, en la voyant marcher vers Tristan, j'ai pleuré. Mais je ne sais toujours pas si c'était de joie ou de peur. Après le mariage, ils ont emménagé dans l'appartement du boulevard Raspail. Tristan avait insisté pour que ce soit dans le 6e arrondissement. Un quartier qui correspond à notre standing, avait-il dit. Camille, elle, aurait préféré Montmartre, mais elle a cédé. Comme elle cédait souvent. Au début, tout semblait parfait. Il recevait des amis le week-end. Il partait en voyage. Rome, Barcelone, Vienne. Camille postait des photos sur les réseaux sociaux. Des photos où elle souriait. Où ils souriaient, tous les deux. Mais moi, je voyais autre chose. Je voyais qu'elle maigrissait. Qu'elle portait toujours des vêtements choisis par lui. Qu'elle ne parlait plus de ses envies, mais seulement des projets de Tristan. Tristan veut qu'on refasse la cuisine. Tristan pense qu'on devrait investir dans l'immobilier. Tristan dit que... Tristan. Toujours Tristan. Et puis, il y a eu cette cousine, Élise. Je l'ai rencontrée pour la première fois lors d'un dîner de famille, 6 mois après le mariage. Une femme d'une 30aine d'années, brune, mince, avec un sourire un peu trop éclatant. Elle était venue avec son mari, Maxime, un homme discret, avocat spécialisé dans le droit des affaires. Il parlait peu, mais quand il le faisait, c'était toujours avec intelligence et précision. Élise, elle, ne se taisait jamais. Elle riait fort. Elle touchait le bras de Tristan en parlant. Elle complimentait Camille de manière étrange. « Tu as de la chance d'avoir un mari comme lui, ma chérie. Si seulement tous les hommes étaient aussi attentionnés. » Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai senti un malaise, un nœud dans l'estomac. Mais encore une fois, je n'ai rien dit. Les mois ont passé. Élise et Maxime sont devenus des habitués. Ils venaient dîner presque tous les 15 jours. Parfois, Élise passait, par hasard, dans le quartier et montait prendre un café avec Camille. Parfois, elle appelait Tristan pour lui demander un conseil financier. « Ils sont très proches », m'a dit Camille un jour. « C'est normal, ils ont grandi ensemble. » Moi, je hochais la tête, mais je pensais, trop proche. Et puis, il y a eu ce samedi de juin, le samedi où tout a basculé. Camille m'avait téléphoné la veille, un vendredi soir. Elle était excitée comme une petite fille. « Maman, demain c'est l'anniversaire de Tristan. Il a 35 ans. Je veux organiser une surprise. Tu peux venir tôt pour m'aider? Vers 9 heures? Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Juste toi, maman. Et peut-être tes nappes blanches. Tu sais, celles de grand-mère. » Elle avait ri. Un rire léger, insouciant. Tristan sera à la salle de sport jusqu'à 11 heures. On aura tout le temps de tout préparer. Je lui avais promis d'être là. Et j'avais tenu parole. Sauf que Tristan n'était pas à la salle de sport. Il était enfermé dans la salle de bain, avec Élise. Et maintenant, assise sur le canapé du salon, la clé serrée dans ma main, j'attendais. J'attendais que ma fille découvre que l'homme qu'elle aimait était un menteur, un traître, un homme qui la méprisait assez pour la trahir dans sa propre maison. Le jour de son anniversaire, derrière la porte, j'entendais Tristan crier, supplier, menacer. « Agathe, vous allez le regretter, ouvrez cette porte immédiatement. » Mais je n'ai pas répondu. Parce que pour la première fois depuis des années, je savais exactement ce que je devais faire. Protéger ma fille. Même si cela devait me briser le cœur. En ce moment même, pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cela me ferait plaisir de savoir qui partage cette histoire avec moi. Il y a des détails qu'on ignore sur le moment. Des petites fissures qu'on ne voit pas parce qu'on ne veut pas les voir. Mais avec le recul, tout devient évident. Tout prend sens. La première fois que j'ai vraiment douté, c'était un dimanche après-midi, il y a environ 1 an. Camille m'avait invité à déjeuner. C'était devenu notre rituel. Chaque premier dimanche du mois, je venais chez eux. Elle préparait un poulet rôti ou un bœuf bourguignon et nous passions l'après-midi ensemble. Tristan était souvent absent. « Réunion professionnelle », dit-il, même le dimanche. Mais ce jour-là, il était là. J'étais arrivée vers midi.
Camille m'avait ouvert la porte avec un sourire un peu fatigué. Elle portait un pull gris trop grand pour elle. Ses cheveux étaient attachés en chignon, sans soin. Elle, qui prenait toujours tant de temps à se coiffer, à choisir ses vêtements, semblait éteinte. « Ça va, ma chérie ?» avais-je demandé en l'embrassant. « Oui, maman, juste un peu fatiguée. Le travail, tu sais. » Mais je savais que ce n'était pas que le travail. Tristan était au salon, enfoncé dans le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Il n'avait même pas levé la tête quand j'étais entrée. J'avais dû m'approcher pour qu'il me remarque. « Bonjour, Agathe », avait-il dit sans me regarder vraiment. « Bonjour, Tristan. » Un silence, froid, pesant. Camille s'était empressée de mettre la table. Elle avait sorti les assiettes en porcelaine, celles qu'on ne sort que pour les grandes occasions. Elle voulait que tout soit parfait, toujours parfait. Pendant le repas, j'avais remarqué quelque chose d'étrange. Chaque fois que Camille parlait, Tristan la coupait. « Maman, tu sais, j'ai pensé qu'on pourrait… »« Camille, s'il te plaît, pas maintenant. J'ai eu une semaine difficile. » Ou encore, « J'aimerais qu'on parte en week-end, juste nous deux. Peut-être en Bretagne comme… » La Bretagne, en cette saison, tu n'y penses pas sérieusement. Elle s'était tue. Elle avait baissé les yeux sur son assiette, et elle n'avait plus rien dit. Moi, j'avais serré ma fourchette un peu trop fort. J'avais senti une colère monter en moi. Mais je m'étais retenue, parce qu'on ne se mêle pas du couple de sa fille, parce qu'on espère toujours que c'est temporaire, que ça va s'arranger. Après le déjeuner, Tristan avait quitté la table sans débarrasser. Il était retourné au salon, avait allumé la télévision. Camille et moi, nous avions fait la vaisselle ensemble, comme toujours. Dans la cuisine, elle m'avait semblé encore plus fragile. Ses mains tremblaient légèrement en rinçant les verres. « Camille, » avais-je murmuré, « tout va bien entre vous ?» Elle avait sursauté, comme si je l'avais prise en faute. « Oui, maman. Pourquoi tu me demandes ça ? Je ne sais pas. Tu me sembles différente. » Elle avait souri. Un sourire forcé. « C'est juste la fatigue, je te dis. Ne t'inquiète pas. » Mais moi, je m'inquiétais, parce que je connaissais ma fille. Je connaissais chacune de ses expressions, chacun de ses silences. Et ce silence-là, ce n'était pas de la fatigue, c'était de la résignation. Quelques semaines plus tard, il y a eu un autre incident. C'était un soir de semaine. Camille m'avait appelé vers 22 heures, ce qui était inhabituel. Elle ne m'appelait jamais si tard. « Maman, est-ce que je peux venir dormir chez toi ce soir ?» Sa voix tremblait. Mon cœur s'était serré. « Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. Juste, j'ai besoin de prendre l'air. » Elle était arrivée une demi-heure plus tard, un petit sac à la main. Elle portait un manteau sombre, un foulard qui cachait une partie de son visage. Quand elle était entrée dans mon appartement, j'avais vu qu'elle avait pleuré. Ses yeux étaient rouges, gonflés. « Camille, ne me pose pas de questions, maman. Pas ce soir, s'il te plaît. » Alors je n'ai rien demandé. Je lui ai préparé du thé. Je lui ai donné mon lit. Je me suis installée sur le canapé. Et toute la nuit, je suis restée éveillée, à écouter sa respiration à travers la porte entr'ouverte. Le lendemain matin, elle était partie tôt. Elle m'avait laissé un mot sur la table de la cuisine. « Merci, maman. Je t'aime. » Rien de plus. Quand je lui avais téléphoné dans l'après-midi, elle m'avait dit que tout allait bien, que c'était juste une dispute sans importance, que Tristan s'était excusé, qu'ils avaient parlé, qu'ils avaient tout réglé, mais je ne l'avais pas cru. Parce qu'une mère sait, une mère sent. Et puis, il y a eu Élise. Je l'ai revue lors d'un dîner, environ 2 mois avant ce fameux samedi de juin. Camille et Tristan recevaient. Élise et Maxime étaient là, bien sûr, ainsi que 2 autres couples que je ne connaissais pas très bien. Ce soir-là, j'ai observé. J'ai observé la manière dont Élise regardait Tristan. Pas comme une cousine, non. Comme une femme regarde un homme qu'elle désire. J'ai observé la manière dont Tristan lui souriait. Un sourire complice. Un sourire qui en disait long. J'ai observé la manière dont Camille, elle, ne voyait rien, ou faisait semblant de ne rien voir. À un moment de la soirée, Élise s'était levée pour aller chercher du vin à la cuisine. Tristan l'avait suivie quelques secondes plus tard, prétextant qu'il devait vérifier quelque chose. Ils étaient restés absents 5 minutes, peut-être 10. Quand ils étaient revenus, Élise avait les joues un peu rouges, et Tristan avait ce même sourire. Ce sourire que je détestais de plus en plus. Maxime, lui, n'avait rien dit, mais je l'avais vu serrer sa coupe de champagne un peu trop fort, comme s'il retenait quelque chose, comme s'il savait, lui aussi. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'avais failli appeler Camille, lui dire ce que je pensais,
ce que je ressentais, mais je ne l'avais pas fait, parce que je n'avais pas de preuves, juste des impressions, des détails, des regards, et on n'accuse pas le mari de sa fille sans preuve. Alors, j'avais attendu, en espérant me tromper, en espérant que tout cela n'était que le fruit de mon imagination, de mes peurs de vieille femme qui a peur de perdre sa fille. Mais ce samedi de juin, j'ai compris que je ne m'étais jamais trompée, que toutes ces fractures, toutes ces fissures, toutes ces ombres, tout cela était réel. Et maintenant, assise sur ce canapé, la clé dans ma main, j'attendais. J'attendais que la vérité éclate, que le mensonge s'effondre. Parce que parfois, il faut briser quelque chose pour pouvoir le reconstruire. Et ce jour-là, j'étais prête à tout briser, pour sauver ma fille. Il y a une chose que j'ai mise du temps à comprendre. Parfois, on préfère fermer les yeux plutôt que d'affronter une vérité qui pourrait tout détruire. On se ment à soi-même, on trouve des excuses, on se dit que demain, tout ira mieux. Après ce dîner où j'avais vu Élise et Tristan disparaître ensemble dans la cuisine, je n'ai pas dormi pendant 3 nuits. Je tournais dans mon lit, les yeux grands ouverts, cherchant des explications rationnelles. Ils sont cousins, me répétais-je. C'est normal qu'ils soient proches. Ou encore, tu inventes des choses, tu es devenu parano. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que je savais, que j'avais toujours su. Le problème, c'est qu'on ne peut pas accuser quelqu'un sur la base d'un regard, d'un sourire, d'une absence de 5 minutes dans une cuisine. Alors j'ai fait ce que beaucoup de mères font. J'ai choisi de me taire. J'ai choisi de croire que Camille était heureuse, que son mariage était solide, que mes doutes n'étaient que des ombres, des peurs sans fondement. Je me suis dit que si quelque chose n'allait vraiment pas, elle viendrait m'en parler, qu'elle me ferait confiance, qu'elle ne me cacherait rien. Mais Camille ne m'a rien dit, parce qu'elle-même ne voulait pas voir. C'était au mois de mars, 3 mois avant ce samedi terrible. Camille m'avait invité à prendre un café, un mercredi après-midi. Elle avait pris sa journée. Elle voulait qu'on aille dans ce petit salon de thé rue des Martyrs, celui qu'elle aimait tant quand elle était étudiante. Nous nous étions installés près de la fenêtre. Elle avait commandé un thé vert à la menthe. Moi, un café crème. Elle avait les traits tirés, des cernes sous les yeux. Mais elle souriait. « Comment vas-tu, ma chérie ?» avais-je demandé en posant ma main sur la sienne. « Bien, maman. Vraiment. Tu as l'air fatiguée. Un peu. Le boulot, tu sais. On prépare une exposition importante. C'est stressant. » J'avais hoché la tête, mais je savais que ce n'était pas seulement le travail. Et Tristan? Elle avait levé les yeux vers moi, trop vite, comme si elle s'attendait à cette question. Tristan va bien. Pourquoi? Pour rien? Je demandais, c'est tout. Un silence s'était installé. Elle avait tourné sa cuillère dans sa tasse, encore et encore, sans boire. « Maman, avait-elle finalement murmuré, est-ce que tu penses qu'un couple peut traverser des moments difficiles et s'en sortir ?» Mon cœur s'était serré. « Bien sûr, ma chérie. Tous les couples ont des hauts et des bas. Ton père et moi, on a eu nos moments aussi. » Elle avait souri, un sourire triste. « Oui, mais vous vous aimiez vraiment? Ces mots-là ?» J'avais senti une alarme résonner dans ma tête, mais je ne voulais pas la brusquer, pas la forcer à parler si elle n'était pas prête. « Camille, si quelque chose ne va pas, tu sais que tu peux tout me dire. Je suis ta mère, je serai toujours là pour toi. » Elle avait détourné le regard, fixant la rue à travers la vitre. « Je sais, maman, mais parfois c'est compliqué. Parfois on ne sait pas si c'est nous qui exagérons ou si c'est l'autre qui... Enfin, tu vois ? Non, je ne vois pas. Explique-moi. » Elle avait secoué la tête. « Laisse tomber. Ça va. Je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. » J'avais voulu insister, mais elle avait changé de sujet. Elle m'avait parlé de l'exposition, des artistes qu'elle représentait, de ce nouveau peintre japonais dont elle adorait le travail. Et moi, comme une idiote, je l'avais laissé faire, parce que c'était plus facile, parce que je ne voulais pas entendre ce qu'elle avait à dire, parce que, au fond, j'avais peur de découvrir que j'avais raison, que Tristan la rendait malheureuse, que ce mariage était une erreur. Alors j'ai souri, j'ai bu mon café, j'ai parlé de choses insignifiantes, et je suis rentrée chez moi avec un poids immense sur le cœur. Quelques semaines plus tard, au début du mois d'avril, il y a eu un autre signe. Camille m'avait téléphoné pour m'inviter à dîner le vendredi suivant. Juste elle et moi, pas Tristan. Il a un dîner d'affaires, m'avait-elle dit. Alors je me suis dit qu'on pourrait passer la soirée ensemble. Comme avant, j'avais accepté avec joie.
Ce soir-là, elle avait préparé un gratin dauphinois, mon plat préféré. Elle avait mis la table avec soin. Des bougies, une nappe en lin, de la musique douce en fond. Nous avions mangé en parlant de tout et de rien, de ses souvenirs d'enfance, de son père, de cette fois où nous étions partis en vacances en Corse, toutes les deux, quand elle avait 15 ans. Elle riait, elle semblait détendue, presque heureuse. Et puis, vers la fin du repas, elle m'avait dit quelque chose qui m'avait glacé le sang. « Maman, est-ce que tu penses qu'on peut aimer quelqu'un et en même temps avoir l'impression de disparaître à ses côtés ?» J'avais posé ma fourchette, lentement. « Qu'est-ce que tu veux dire, Camille ?» Elle avait baissé les yeux. « Rien. Oublie. Je dis n'importe quoi. »« Non, dis-moi. » Elle avait secoué la tête. « C'est juste que, parfois, j'ai l'impression que Tristan ne me voit plus, que je suis devenue transparente, que je suis juste là, utile, mais pas vraiment importante. » Mes mains s'étaient crispées sur la table. « Camille, si tu n'es pas heureuse. »« Mais je suis heureuse !» m'avait-elle coupé, trop vite, trop fort. Enfin, je crois. Je ne sais plus. Peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que je demande trop, que j'attends trop. Tu ne demandes pas trop. Tu mérites d'être aimée, vraiment aimée. Elle avait souri, un sourire fragile, cassé. Tristan m'aime, maman, à sa façon. C'est juste qu'il est occupé, stressé. Son travail est exigeant. Et moi, je dois être plus patiente, plus compréhensive. J'avais senti une rage sourde monter en moi. Ce n'est pas à toi de t'adapter tout le temps, Camille. Un couple, c'est... Maman, s'il te plaît, arrête. Je ne veux pas qu'on se dispute à cause de lui. On ne se dispute pas. Je m'inquiète pour toi. Eh bien, ne t'inquiète pas. Tout va bien, je t'assure. Mais rien n'allait bien. Je le voyais, je le sentais. Et pourtant, je n'ai rien fait. Parce que Camille ne voulait pas que je fasse quoi que ce soit. Parce qu'elle défendait son mariage comme on défend une cause perdue. Parce qu'elle s'était convaincue que si elle faisait plus d'efforts, si elle était plus patiente, si elle se taisait un peu plus, tout finirait par s'arranger. C'est ce que font les femmes qui aiment trop. Elles se taisent, elles se plient, elles disparaissent. Et moi, en tant que mère, j'ai regardé ma fille disparaître, sans rien dire. Au mois de mai, un mois avant la catastrophe, Élise a recommencé à venir très souvent chez eux. Camille me l'avait mentionné au téléphone, presque en passant. Élise passe beaucoup en ce moment. Elle dit qu'elle a besoin de conseils pour refaire sa cuisine. Tristan l'aide avec les devis, les artisans, tout ça. Ah bon? Et Maxime, il ne peut pas l'aider? Si, mais tu sais, Tristan connaît mieux le milieu. Il a des contacts. J'avais senti mon estomac se nouer. Et toi, ça ne te dérange pas qu'elle vienne si souvent? Pourquoi ça me dérangerait, maman? C'est sa cousine. Ils sont proches, c'est normal. Normal. Ce mot qui excuse tout. Ce mot qui cache tout. J'avais voulu lui dire, non Camille, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une femme mariée passe autant de temps avec le mari de sa cousine. Ce n'est pas normal que Tristan trouve toujours du temps pour Élise alors qu'il n'en a jamais pour toi. Mais je ne l'ai pas dit, parce que je savais qu'elle ne m'aurait pas écouté, qu'elle aurait pris sa défense, qu'elle m'aurait dit que j'exagérais, que j'étais jalouse, que j'inventais des problèmes là où il n'y en avait pas. Alors je me suis tue, une fois de plus. Et c'est ce silence-là, cette soumission-là, qui me hante encore aujourd'hui. Parce que si j'avais parlé, si j'avais insisté, si j'avais forcé Camille à ouvrir les yeux, peut-être que ce samedi de juin ne serait jamais arrivé. Peut-être qu'elle aurait été épargnée. Mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant, assise sur ce canapé, la clé dans ma main, j'attendais que ma fille découvre par elle-même ce que j'aurais dû lui dire depuis des mois. Que son mari la trahissait, que sa vie était un mensonge, et que parfois, il faut tout perdre pour enfin se retrouver. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en me taisant si longtemps. Et vous? Avez-vous déjà gardé un secret pour protéger quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi en commentaire. Il y a des matins qui commencent dans la lumière et se terminent dans l'obscurité. Ce samedi de juin était l'un de ceux-là. Je me souviens de chaque détail de ce matin. Le réveil avait sonné à 7 heures. J'avais dormi par petits bouts, comme souvent ces derniers temps. Depuis des semaines, je faisais le même rêve. Camille, enfant, qui courait vers moi en riant. Mais juste avant qu'elle ne m'atteigne, elle disparaissait. Et je me réveillais, le cœur battant, la gorge serrée. Ce samedi-là, le ciel était d'un bleu parfait. Pas un nuage.
Une de ces journées où Paris semble plus belle que d'habitude, où les gens sortent sur leur balcon pour prendre leur café, où tout paraît possible. J'avais pris une douche, enfilé une robe bleue légère, celle que Camille m'avait offerte pour mon dernier anniversaire. Je voulais être belle pour elle, pour cette fête qu'elle préparait avec tant de soin. Avant de partir, j'avais bu un café debout dans ma cuisine, regardant par la fenêtre les enfants jouer dans le square en bas. Je me souviens avoir pensé « Aujourd'hui, Camille va être heureuse. Aujourd'hui, tout va bien se passer. » Comme je me trompais. J'avais quitté mon appartement vers 8h15. Le métro était encore calme à cette heure-là, un samedi. Quelques touristes avec leurs valises. Des jeunes qui rentrèrent de soirée. Une femme âgée avec un sac de courses. J'avais pris la ligne 12 jusqu'à Sèvres-Babylone. Puis, j'avais marché. 20 minutes à pied. J'aimais marcher dans ce quartier. Les façades haussmanniennes. Les petites boutiques. Les cafés avec leurs terrasses encore vides. En chemin, je m'étais arrêté chez le fleuriste rue du Cherche-Midi. J'avais acheté un bouquet de pivoines roses, les fleurs préférées de Camille. « C'est pour une occasion spéciale ?» m'avait demandé la fleuriste, une jeune femme blonde avec un sourire chaleureux. « Oui, l'anniversaire de mon gendre. » Je me souviens d'avoir prononcé ces mots sans la moindre émotion. Mon gendre. Comme si c'était une simple formalité. Comme si je ne détestais pas déjà cet homme de toutes mes forces. J'étais arrivé devant leur immeuble à 8h50 exactement. J'avais poussé la lourde porte cochère, traversé la cour intérieure où un charroux dormait au soleil. J'avais monté les escaliers lentement en tenant mon sac d'une main et le bouquet de l'autre. Mes nappes en lin étaient soigneusement pliées dans le sac. Celle que ma mère m'avait offerte il y a plus de 30 ans, celle que j'avais toujours sortie pour les grandes occasions. Arrivé au 3e étage, j'avais sorti ma clé. Cette petite clé en laiton que Camille m'avait donnée avec tant de confiance. Comme ça, maman, tu seras toujours chez toi ici. J'avais tourné la clé dans la serrure, doucement, pour ne pas faire de bruit. Pour ne pas gâcher la surprise que Camille préparait pour Tristan. La porte s'était ouverte sans un bruit. Et c'est là que tout a commencé. La première chose qui m'a frappée, c'était le silence. Pas le silence d'un appartement vide. Non, un silence habité, lourd, comme si quelqu'un retenait son souffle. J'étais entré, refermant la porte derrière moi avec précaution. J'avais posé mon sac sur le petit guéridon de l'entrée, celui en marbre blanc que Tristan avait insisté pour acheter chez un antiquaire de la rue de Beaune. Un investissement, avait-il dit. J'avais gardé le bouquet à la main. Je voulais le mettre dans un vase avant que Camille n'arrive. Mais quelque chose clochait. Les volets du salon étaient fermés. Pourtant, Tristan était censé être parti à la salle de sport depuis 8 heures. Camille devait arriver vers 9h30. Alors pourquoi ces volets fermés? J'avais avancé dans le couloir. Mes pas résonnèrent sur le parquet. Trop fort, comme si l'appartement me reprochait d'être là. Camille? Avais-je appelé doucement. Rien. Tristan? Toujours rien. Et puis, j'avais senti cette odeur, un parfum, lourd, entêtant, un parfum de femme que je ne connaissais pas, trop sucré, avec des notes de vanille et de jasmin. Pas le parfum de Camille. Elle portait toujours un parfum léger, discret, de la rose et de la bergamote. Mon cœur s'était mis à battre plus vite. J'avais continué à avancer. Le salon était plongé dans la pénombre. Sur la table basse, 2 verres, encore à moitié pleins, du vin blanc, avec des traces de rouge à lèvres sur l'un d'eux. Rouge à lèvres que Camille ne portait jamais. Mes mains s'étaient mises à trembler. J'avais posé le bouquet de pivoine sur la table, lentement, comme dans un rêve, ou plutôt un cauchemar. C'est alors que j'avais entendu un bruit, très léger, à peine perceptible. Cela venait du fond de l'appartement, de la salle de bain. Un murmure, un rire étouffé, un froissement de tissu. J'avais senti mon sang se glacer. Non, non, ce n'était pas possible. J'avais avancé dans le couloir, pas à pas. Mes jambes tremblaient tellement que j'avais dû m'appuyer contre le mur. La porte de la salle de bain était fermée. Et sous la porte, je voyais de la lumière. Une lumière tamisée. J'avais approché mon oreille. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être espérais-je me tromper. Peut-être voulais-je entendre quelque chose qui me rassurerait. Mais ce que j'ai entendu, c'est ce qui a tout changé. Une voix de femme, douce, presque un murmure. On devrait peut-être arrêter, si elle arrive. Et puis, la voix de Tristan, calme, amusée. Elle ne viendra pas avant 1 heure. On a tout le temps. Un rire, féminin, complice.
Tu es terrible, je sais. J'avais senti mes jambes se dérober sous moi. J'avais dû m'accrocher à la poignée de la porte pour ne pas tomber. C'était donc vrai. Tout ce que j'avais pressenti, tout ce que j'avais refusé de voir, tout ce que j'avais essayé d'ignorer pendant des mois, c'était vrai. Tristan trompait ma fille, dans sa propre maison, le jour de son anniversaire, pendant que Camille préparait une fête surprise pour lui. J'avais fermé les yeux, respiré profondément, essayé de calmer les tremblements qui secouaient tout mon corps. Et puis, j'avais frappé à la porte, 3 coups, sec, net. Le silence était retombé immédiatement, un silence de mort. J'avais frappé à nouveau, plus fort. « Il y a quelqu'un » Un froissement précipité, des chuchotements paniqués. « Tristan, c'est moi. Agathe, ouvre s'il te plaît. » Un long silence, interminable. Et puis, la porte s'était entr'ouverte, juste un peu, juste assez pour que je voie son visage. Tristan, les cheveux en désordre, la chemise à moitié déboutonnée, le col froissé. Et derrière lui, dans le reflet du miroir, je l'avais vue. Élise, la cousine. Élise, la femme de confiance. Élise, celle qui embrassait Camille en l'appelant « ma chérie ». Elle se cachait derrière la porte de la douche, mais je l'avais reconnue. Son profil, ses cheveux sombres, sa robe froissée. J'avais senti une rage comme je n'en avais jamais connue. Une rage froide, mortelle. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» avais-je articulé d'une voix blanche. Tristan m'avait regardé, longuement, comme s'il évaluait la situation, comme s'il cherchait la meilleure stratégie. Et puis, il avait souri, ce sourire que je n'oublierai jamais, un sourire froid, méprisant, cruel. « Agathe, avait-il dit calmement, vous êtes en avance. » Ma bouche s'était ouverte, mais aucun son n'en était sorti. Il avait continué d'une voix posée, presque amusée. « Écoutez, je sais ce que vous pensez, mais vous vous trompez. Élise avait un problème de plomberie. Je l'aidais, c'est tout. »« Un problème de plomberie ?» avais-je répété, incrédule. « Oui, un problème de robinet. Elle habite juste à côté, vous savez. » Il mentait. Il mentait avec un aplomb qui me donnait envie de vomir. Derrière lui, Élise n'avait toujours pas bougé. Elle se cachait comme une voleuse, comme une lâche. J'avais serré les poings. « Tristan, je ne suis pas idiote. Sortez de cette salle de bain. Maintenant. » Il avait ri. Un rire bref, sec. « Ou quoi? Vous allez appeler Camille, lui dire quoi? Que vous avez trouvé sa cousine dans notre salle de bain? Elle va penser que vous devenez folle, Agathe. » Et c'est là qu'il avait prononcé ces mots. Ces mots que je n'oublierai jamais. Il s'était penché légèrement vers moi, son sourire s'élargissant. Et il avait dit, d'une voix douce, presque tendre, « Ma femme ne croira jamais une vieille démente. » Le monde s'était arrêté. Ces mots-là. Ils avaient résonné dans ma tête comme une sentence, comme une condamnation. Une vieille démente. C'était donc ce qu'il pensait de moi. C'était donc ce qu'il dirait à Camille si je parlais. Et il avait raison. Camille ne me croirait pas. Pas sans preuve. Pas contre lui. Pas contre sa cousine. Elle penserait que je jalousais son bonheur, que je voulais détruire son mariage, que je devenais paranoïaque avec l'âge. J'avais senti des larmes monter, des larmes de rage, d'impuissance. Mais je ne les avais pas laissées couler, parce qu'à ce moment précis, quelque chose s'était brisé en moi. Quelque chose de vieux, de soumis, de silencieux. Et à la place, une détermination froide était née. Non, non, je ne le laisserai pas gagner. Non, je ne le laisserai pas détruire ma fille. Non, je ne serai pas cette vieille démente qu'il pourrait balayer d'un revers de main. Alors, j'avais fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'avais refermé la porte, calmement. Et j'avais tourné la clé qui était restée dans la serrure, côté couloir. J'avais entendu Tristan réaliser ce qui se passait. J'avais entendu la poignée bouger violemment. « Agathe, qu'est-ce que vous faites? Ouvrez cette porte !» Mais je n'avais pas répondu. J'avais retiré la clé de la serrure. Je l'avais serrée dans ma main, très fort, comme si c'était la clé de la vérité, de la justice. Puis, j'étais retournée dans le salon. J'avais sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. Mais je me suis concentrée. J'ai composé le premier numéro. Camille. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Maman, tout va bien? Tu es déjà arrivée ?» Sa voix douce, confiante, heureuse. J'ai fermé les yeux. « Camille, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. Viens, tout de suite. C'est urgent. Ne pose pas de questions.
Viens. Mais maman, qu'est-ce qui... Camille, viens. Maintenant. J'ai raccroché. Puis, j'ai composé le second numéro. Maxime, le mari d'Élise. Il y a des moments dans une vie où tout bascule, où le temps se suspend, où l'on devient quelqu'un d'autre. Ce samedi matin, j'ai cessé d'être la mère silencieuse. Je suis devenue celle qui dit la vérité. Maxime a décroché à la 5e sonnerie. Sa voix était calme, professionnelle, celle d'un homme habitué aux appels inattendus. Allô? J'avais respiré profondément avant de parler. Maxime, c'est Agathe, la mère de Camille. Un court silence. Surpris, sans doute. Agathe, bonjour? Tout va bien? Non, tout ne va pas bien. Il faut que vous veniez, immédiatement, au boulevard Raspail, chez Camille et Tristan. Maintenant? Mais, il est à peine 9 heures. Qu'est-ce qui se passe? J'avais serré le téléphone si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Votre femme est ici, Maxime, avec Tristan, dans la salle de bain. Et ce n'est pas pour réparer un robinet. Le silence qui avait suivi était plus éloquent que n'importe quelle parole. Long, pesant, douloureux. Puis, il avait dit d'une voix blanche, « J'arrive ». Il avait raccroché. Je m'étais assise sur le canapé, la clé toujours serrée dans ma main gauche, le téléphone dans la droite. Derrière la porte de la salle de bain, j'entendais Tristan frapper, crier, supplier. « Agathe, ouvrez cette porte, vous êtes devenue folle ». Puis, la voix d'Élise, plus aiguë, paniquée. « S'il vous plaît, laissez-nous sortir, ce n'est pas ce que vous croyez ». Mais je n'avais pas bougé. Je regardais mes mains, ces mains qui avaient tenu celles de Camille quand elle était petite, ces mains qui l'avaient consolée quand elle avait perdu son père, ces mains qui, aujourd'hui, tenaient une clé, une simple clé en laiton. Mais cette clé, c'était bien plus que du métal. C'était la vérité, la preuve, la justice. Camille est arrivée la première. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir brusquement, ses pas précipités dans le couloir. « Maman? Maman, où es-tu » Elle était entrée dans le salon, le visage rouge, essoufflé. Elle avait dû courir depuis le métro. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur, pourquoi tu... » Elle s'était arrêtée net en me voyant, assise sur le canapé, immobile, la clé dans une main. « Maman » avait-elle répété, plus doucement cette fois. « Qu'est-ce que tu fais? Où est Tristan ?» Je l'avais regardée. Ma fille, ma petite fille, si belle, si fragile, si confiante. Et j'avais su que dans quelques secondes, quelque chose en elle allait se briser. « Camille, assieds-toi, s'il te plaît. »« Pourquoi? »« Maman, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? »« Assieds-toi. » Elle s'était assise à côté de moi, les yeux écarquillés. Elle avait posé sa main sur la mienne. « Maman, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a ?» J'avais fermé les yeux un instant, cherché les mots, les bons mots, ceux qui feraient le moins mal. Mais il n'y avait pas de bons mots pour dire une telle chose. Alors j'avais dit simplement « Tristan est dans la salle de bain, avec Élise. » J'ai fermé la porte à clé. Le silence qui avait suivi était assourdissant. Camille me regardait, bouche entr'ouverte, comme si elle n'avait pas compris, comme si les mots que je venais de prononcer étaient dans une langue étrangère. « Quoi ?» avait-elle finalement murmuré. « Tristan et Élise, ensemble, dans votre salle de bain. Je les ai trouvés quand je suis arrivée. » Elle avait secoué la tête, lentement, comme pour effacer ce qu'elle venait d'entendre. « Non, non, ce n'est pas possible. Tu as mal compris. Élise est sa cousine. C'est Camille. »« Non !» avait-elle crié en se levant brusquement. « Non, maman, tu te trompes, tu inventes. Pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu... » C'est à ce moment-là que la voix de Tristan avait retenti depuis la salle de bain. « Camille! Camille, c'est toi? Ta mère est devenue folle. Elle m'a enfermée. Fais-la sortir d'ici. » Camille s'était figée. Elle regardait en direction du couloir, puis moi, puis à nouveau le couloir. « Maman, » avait-elle murmuré, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je m'étais levée, j'avais pris ses mains dans les miennes. « Camille, écoute-moi. Quand je suis arrivée ce matin, l'appartement était silencieux. Les volets étaient fermés. Il y avait 2 verres de vin sur la table. Un parfum que je ne connaissais pas. Et puis, j'ai entendu des voix. Dans la salle de bain. Tristan. Et une femme. Élise. « Non !» avait-elle murmuré en secouant la tête. « Non. Je les ai surpris. Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit que tu ne me croirais jamais. Que j'étais une vieille démente.
Les larmes avaient commencé à couler sur ses joues. « Maman, arrête, s'il te plaît, arrête. Camille, je t'en supplie, regarde la vérité en face. Cet homme ne te mérite pas, il ne t'a jamais mérité. » Elle avait retiré ses mains des miennes. Elle reculait, comme si je la brûlais. « Tu mens, tu es jalouse, tu n'as jamais aimé Tristan. Alors tu inventes des histoires pour... Camille, j'ai entendu leur voix. J'ai vu Élise se cacher derrière lui. J'ai... Assez !» Elle avait crié si fort que j'avais sursauté. Puis, elle s'était dirigée vers le couloir, d'un pas décidé, furieux. « Camille, attends !» Mais elle ne m'écoutait plus. Elle était arrivée devant la porte de la salle de bain. Elle avait frappé. « Tristan ? Camille, Dieu merci, ta mère a perdu la tête, ouvre cette porte !» Camille s'était retournée vers moi, la main tendue. « Donne-moi la clé, maman. »« Non, donne-moi cette clé. Pas avant que Maxime soit là. »« Maxime ? Pourquoi ? Qu'est-ce que Maxime vient faire ?» Et c'est à ce moment-là que la sonnette avait retenti. Longue, insistante. Camille m'avait regardée, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu as fait, maman ?» Je ne lui avais pas répondu. J'étais allée ouvrir. Maxime se tenait sur le palier. Un homme d'une quarantaine d'années, grand, les cheveux grisonnants, le visage fermé. Il portait un jean et un pull noir. Il avait dû s'habiller à la hâte. Mais ce qui m'avait frappé, c'était son regard. Un regard qui savait déjà. « Où sont-ils » avait-il demandé d'une voix blanche. Salle de bain, au fond du couloir. Il était entré sans un mot, sans même regarder Camille, qui s'était figée en le voyant. « Maxime » avait-elle murmuré. « Qu'est-ce que... Pourquoi tu es là ?» Il ne lui avait pas répondu. Il s'était dirigé droit vers la salle de bain. Arrivé devant la porte, il avait frappé. Une fois, sèchement. « Élise. » Un silence. « Élise, je sais que tu es là. Ouvre cette porte. » Toujours rien. Il s'était tourné vers moi. « Vous avez la clé. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. J'avais sorti la clé de ma poche. Je la lui avais tendue. Mais avant qu'il ne la prenne, j'avais dit « Attendez. Avant d'ouvrir, je veux que vous sachiez quelque chose. » Il m'avait regardé. Quand je suis arrivé ce matin, je les ai entendus. Ensemble. Ils riaient. Ils n'avaient aucun remords. Maxime avait serré la mâchoire. « Je sais, » avait-il dit simplement. Camille, derrière nous, avait laissé échapper un sanglot. « Non, non, ce n'est pas vrai. Élise ne ferait jamais. » Maxime s'était retourné vers elle. Et pour la première fois, j'avais vu de la compassion dans ses yeux. « Camille, » avait-il dit doucement, « je suis désolé, mais votre mère dit la vérité. »« Non, » avait-elle crié. « Non, vous vous trompez tous les deux. Vous... Ça fait 6 mois que je les soupçonne, » avait coupé Maxime d'une voix calme, presque résignée. 6 mois que je vois les signes, les retards, les mensonges, les messages effacés. Il avait marqué une pause. Il y a 3 semaines, j'ai engagé un détective privé. Le sang s'était retiré du visage de Camille. Un « quoi ?» Maxime avait sorti son téléphone de sa poche. Il avait fait défiler quelques photos. Puis, il lui avait tendu l'appareil. « Je suis désolé, Camille. Vraiment. » Elle avait pris le téléphone. Ses mains tremblaient. Et puis, j'avais vu son visage se décomposer. Les photos. Des photos de Tristan et Élise, ensemble, entrant dans un hôtel, s'embrassant dans une voiture, assis à une terrasse, les mains enlacées. Des photos qui ne laissaient aucun doute. Camille avait lâché le téléphone. Il était tombé sur le parquet avec un bruit sourd. Elle s'était effondrée. Littéralement. Ses jambes avaient cédé sous elle. Je m'étais précipité pour la retenir. Je l'avais serrée dans mes bras pendant qu'elle sanglotait contre mon épaule. « Maman, maman !» avait-elle gémi comme une petite fille. « Je suis là, ma chérie. Je suis là. » Maxime, lui, avait pris la clé. Il l'avait insérée dans la serrure. Il avait tourné. La porte s'était ouverte. Tristan était sorti le premier, le visage rouge, furieux. « Enfin, vous êtes... » Il s'était arrêté net en voyant Maxime. Puis Camille, effondrée dans mes bras. Son visage avait changé. La colère avait laissé place à quelque chose d'autre. De la peur, peut-être, ou de la culpabilité. « Camille, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Tais-toi !» avait coupé Maxime d'une voix glaciale. Élise était apparue derrière Tristan. Les cheveux défaits, la robe froissée, le maquillage coulé. Elle avait regardé son mari, puis Camille, puis moi. Et elle avait compris. « Maxime !» avait-elle murmuré. « Je peux t'expliquer ? Ne dis rien. »
avait-il répondu sans la regarder. Plus un mot. Il avait sorti son téléphone. Il avait pris plusieurs photos. De la salle de bain, d'Élise, de Tristan. « Qu'est-ce que tu fais ?» avait demandé Tristan, la voix soudain moins assurée. « Des preuves », avait répondu Maxime calmement. « Pour mon avocat. » Puis, il s'était tourné vers Camille, vers ma fille qui pleurait toujours dans mes bras. « Camille », avait-il dit avec une douceur inattendue. « Je suis vraiment désolé que vous découvriez ça comme ça. Mais vous méritez mieux que lui. Vous avez toujours mérité mieux. » Et sans attendre de réponse, il était reparti. Élise l'avait suivi, courant presque, essayant de le rattraper. « Maxime, attends, s'il te plaît !» Mais il ne s'était pas retourné. La porte d'entrée avait claqué, et nous nous étions retrouvés seuls. Camille, Tristan et moi. Ma fille s'était redressée. Elle avait essuyé ses larmes. Elle m'avait regardé, et j'avais vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je n'y avais jamais vu, de la force, de la détermination, de la rage. Elle s'était tournée vers Tristan. « J'ai appelé mon avocat ce matin », avait-elle dit d'une voix étrangement calme. « Avant de venir ici, juste au cas où maman disait la vérité. » Tristan avait pâli. « Camille, écoute, il prépare déjà les papiers, le divorce, la séparation de biens, tout. Tu ne peux pas, on peut en parler, on peut... Je veux que tu sortes de cette maison, avait-elle coupé. Maintenant, Camille, c'est aussi ma maison. Sors, on est mariés. Tu ne peux pas... Sors de chez moi !» Le cri était sorti du plus profond de son être. Un cri de douleur, de trahison, de libération. Tristan avait reculé. Pour la première fois, je l'avais vu perdre contenance. Pour la première fois, il avait compris qu'il avait perdu. Il était parti sans un mot, prenant juste ses clés et son téléphone. La porte s'était refermée derrière lui, et dans le silence qui avait suivi, Camille s'était effondrée à nouveau. Cette fois, elle ne pleurait plus. Elle tremblait juste, de tout son corps. Je l'avais serrée contre moi, très fort, et j'avais murmuré « C'est fini, ma chérie, c'est fini. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que tous les mots du monde. » Ce samedi-là, après le départ de Tristan, le silence de cet appartement était insupportable. Camille est restée dans mes bras pendant ce qui m'a semblé une éternité. Elle ne pleurait plus. Elle tremblait juste, comme une feuille au vent. Son corps était secoué de spasmes silencieux. De temps en temps, un sanglot montait, puis s'étouffait dans sa gorge. Je caressais ses cheveux, comme quand elle était petite, comme quand elle avait fait un cauchemar et venait se réfugier dans mon lit, comme quand son père était mort et qu'elle ne trouvait plus les mots pour exprimer sa douleur. « Maman !» avait-elle finalement murmuré contre mon épaule. « Comment j'ai pu être aussi aveugle ?»« Tu n'étais pas aveugle, ma chérie. Tu faisais confiance. Ce n'est pas pareil. »« Non, j'étais aveugle. Tous les signes étaient là. Tous. Et je ne voulais pas voir. » Elle s'était redressée. Son visage était ravagé, les yeux rouges, le mascara coulé. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Élise !» avait-elle dit en secouant la tête. « Élise, sa propre cousine. Comment on peut faire ça à quelqu'un ?» Je n'avais pas de réponse, parce qu'il n'y a pas de réponse à ce genre de questions. Camille s'était levée. Elle avait marché jusqu'à la fenêtre. Elle regardait le boulevard en bas, les voitures, les passants, la vie qui continuait comme si de rien n'était. « Il se moquait de moi », avait-elle murmuré, pendant tout ce temps, pendant que je préparais des dîners, pendant que je les invitais, pendant que je les appelais « famille ». Ils se moquèrent de moi. « Camille, tu savais, n'est-ce pas? Tu savais depuis longtemps. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. » J'avais baissé les yeux. Je me doutais, mais je n'avais pas de preuves. Et tu avais l'air de... De quoi? D'être heureuse? Elle avait ri. Un rire amer, cassé. Je n'étais pas heureuse, maman. Je faisais semblant. Parce que c'est ce qu'on fait, non? On fait semblant. On sourit. On dit que tout va bien. Parce qu'admettre que son mariage est un échec, c'est comme admettre qu'on s'est trompé, qu'on a échoué. Tu n'as pas échoué, Camille. C'est lui qui... Je l'ai épousé, maman. J'ai choisi cet homme. J'ai ignoré tous les signaux d'alarme. J'ai ignoré mes propres doutes. J'ai ignoré tant d'intuitions. Alors si, j'ai échoué. Sa voix s'était brisée sur le dernier mot. Je m'étais approché d'elle. J'avais posé ma main sur son épaule. Non, ma chérie, tu as aimé. C'est tout. Tu as aimé avec sincérité, avec générosité. Ce n'est pas un échec.
C'est du courage. Elle s'était retournée vers moi. Les larmes coulaient à nouveau. Je me sens tellement bête, maman. Tellement humiliée. Tu n'as aucune raison d'avoir honte. La honte, c'est pour eux, pas pour toi. Les heures qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Camille avait appelé son avocat, un homme d'une 50aine d'années, maître Dubois, que je connaissais de réputation. Un spécialiste du droit de la famille, efficace, implacable. Il était venu l'après-midi même, un samedi, ce qui montrait l'urgence de la situation. Nous nous étions installés dans le salon. Camille, lui et moi. Camille avait raconté les faits, les dates, les soupçons, les preuves apportées par Maxime. Maître Dubois prenait des notes, posait des questions précises, professionnelles. L'appartement est-il à votre nom ou au nom de votre mari? Aux deux. On l'a acheté ensemble il y a 3 ans. Qui a payé l'apport? Moi, avec l'héritage de mon père. L'avocat avait levé les yeux. Combien? 120 000 €. Vous avez les preuves du virement? Oui, tout est documenté. Bien, cela facilitera les choses. En cas de divorce pour faute, vous pourrez demander une compensation. L'appartement pourrait vous revenir entièrement ou vous pourriez obtenir une soulte. Camille hochait la tête mécaniquement, comme un automate. Y a-t-il d'autres biens communs? Compte bancaire, investissement, un compte joint, des actions, quelques placements. Je vais avoir besoin de tous les relevés. Plus vous me fournirez de documents, mieux ce sera. D'accord. Madame Perrault, avait continué l'avocat d'une voix plus douce. Je sais que c'est difficile, mais il faut que vous soyez forte. Votre mari va sans doute tenter de minimiser, de négocier, peut-être même de vous faire culpabiliser. Il ne faut surtout pas céder. Camille avait serré les poings. Je ne céderai pas. Bien. Autre chose. Évitez tout contact direct avec lui. Toutes les communications doivent passer par moi. Compris? Compris. L'avocat avait rangé ses papiers. Je vais préparer la requête en divorce pour faute, avec les photos fournies par monsieur... Comment s'appelle-t-il déjà? Maxime Ferrand, avais-je dit. Le mari d'Élise. Oui, avec ces photos et votre témoignage, Madame Perrault, mère, nous avons un dossier solide. Le divorce devrait être prononcé dans les 6 à 12 mois. 6 à 12 mois. 1 an de procédure. 1 an de bataille juridique. 1 an pour effacer 3 années de mariage. Après le départ de l'avocat, Camille s'était effondrée à nouveau. 1 an, avait-elle murmuré. 1 an avant d'être libre de lui. Le temps passe vite, ma chérie. Non, maman. Le temps ne passe pas vite quand on souffre. Chaque jour va être une torture. Elle avait regardé autour d'elle. Le salon. Les meubles qu'ils avaient choisis ensemble. Les tableaux accrochés au mur. Les souvenirs d'une vie qui n'existait plus. Je ne peux pas rester ici, avait-elle dit soudain. Je ne peux pas dormir dans ce lit. Dans cet appartement. Pas ce soir. Pas maintenant. Alors viens chez moi. Non. Je veux être seule. Je vais aller à l'hôtel. Camille, tu ne vas pas? Maman, s'il te plaît. J'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de réfléchir, de comprendre ce qui vient de se passer. Je l'avais regardée, ma petite fille, devenue femme, devenue forte, malgré la douleur. D'accord, mais tu m'appelles si tu as besoin de quoi que ce soit. N'importe quand. Promis? Promis. Elle avait préparé un sac, quelques vêtements, des affaires de toilette, son ordinateur. Avant de partir, elle s'était arrêtée devant moi. « Maman », avait-elle dit en me prenant les mains. « Merci. Merci d'avoir eu le courage que je n'avais pas. Merci de m'avoir protégée, même si ça m'a fait mal. Même si je ne voulais pas voir. C'est mon rôle, ma chérie. C'est ce que font les mères. » Elle m'avait embrassée, longuement. Puis, elle était partie. Et moi, je m'étais retrouvée seule dans cet appartement vide, silencieux. J'avais regardé la clé. Cette petite clé en laiton que je serrais encore dans ma main. Cette clé qui avait tout changé. Le soir même, Tristan avait essayé de revenir. Il était 21 heures. J'étais encore là. Je rangeais la cuisine. Je ne voulais pas laisser Camille revenir dans un appartement en désordre. J'avais entendu la clé dans la serrure, puis la porte qui s'ouvrait. Camille avait appelé Tristan. « Camille, il faut qu'on parle. » Je m'étais avancée dans le couloir. Elle n'est pas là. Il s'était figé en me voyant. « Vous? Qu'est-ce que vous faites encore ici? » « Je range. Pour ma fille. » Il avait ricané. « Toujours là pour la protéger, hein? Toujours là pour vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. » « Ce qui concerne ma fille me regarde, Tristan. » Il était entré dans le salon. Il regardait autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. « Où est-elle? Cela ne vous regarde plus. »
Il s'était tourné vers moi, le visage dur, les mâchoires serrées. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ma femme. Votre femme ne veut pas vous voir, et dans quelques mois, elle ne sera plus votre femme. C'est ce qu'on verra. Je ne vais pas me laisser faire comme ça. J'ai des droits. Des droits? Avais-je répété, incrédule. Vous parlez de droits alors que vous trompiez votre femme avec sa propre cousine? Ce qui s'est passé avec Élise, ça ne regarde que nous. Non, ça regarde Camille, ça regarde Maxime, ça nous regarde tous. Il avait fait un pas vers moi, menaçant. Vous savez quoi, Agathe? C'est de votre faute. Tout ça, si vous ne vous étiez pas mêlé de nos affaires, si vous n'aviez pas enfermé cette porte, si vous n'aviez pas appelé Maxime. Rien de tout ça ne serait arrivé. J'avais senti une colère froide monter en moi. Vous avez raison, Tristan. Si je n'avais rien fait, vous auriez continué à mentir, à tromper, à détruire ma fille petit à petit. Vous auriez continué à jouer votre petite comédie. Et moi, je me serais tue, comme je me suis tue pendant des mois. Exactement. Vous auriez dû continuer à vous taire. Eh bien, je ne me tairai plus jamais. Plus jamais je ne laisserai un homme comme vous détruire quelqu'un que j'aime. Il avait souri, ce sourire méprisant que je connaissais si bien. Vous croyez qu'elle va s'en sortir sans moi? Vous croyez qu'elle va être heureuse? Elle ne sera rien sans moi. Au contraire, Tristan, c'est avec vous qu'elle n'était rien. Vous l'avez réduite au silence, vous l'avez éteinte. Mais maintenant, elle va renaître. Et vous ne serez plus qu'un mauvais souvenir. Il avait serré les poings. Pendant un instant, j'avais cru qu'il allait me frapper. Mais il ne l'avait pas fait. Il était juste resté là, impuissant, furieux. Partez, Tristan, avant que j'appelle la police. C'est mon appartement autant que le sien. Peut-être, mais votre avocat vous dira que tant que la procédure de divorce n'est pas terminée, il vaut mieux éviter toute confrontation. Surtout après ce qui s'est passé ce matin. Il m'avait regardé longuement, puis il avait tourné les talons. Avant de partir, il s'était retourné une dernière fois. Vous allez le regretter, Agathe, je vous le promets. C'est vous qui allez le regretter, Tristan. Pas moi. La porte avait claqué, et je m'étais effondrée sur le canapé, tremblante. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi vers minuit. J'étais épuisée, vidée, mais aussi soulagée. Parce que pour la première fois depuis des mois, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais protégé ma fille, que je ne m'étais pas tue. Avant de me coucher, j'avais posé la petite clé en laiton sur ma table de nuit. Cette clé qui avait tout changé. Cette clé qui m'avait transformée. Et en m'endormant, j'avais pensé à Camille, à ma petite fille qui, quelque part dans un hôtel parisien, pleurait peut-être, mais qui demain se réveillerait un peu plus forte, un peu plus libre, un peu plus elle-même. Après la tempête vient le silence. Un silence qui n'est plus vide, mais plein. Plein de possibilités, plein de renaissance. C'est dans ce silence-là que tout a changé. Les semaines qui ont suivi ce samedi terrible ont été les plus difficiles de nos vies. Camille est restée à l'hôtel pendant 10 jours. Un petit hôtel discret, rue de Verneuil. Elle ne voulait voir personne. Pas même moi. Elle m'envoyait juste des messages. Cours. Ça va. Ne t'inquiète pas. J'ai besoin de temps. Je respectais son silence. Mais chaque soir, je passais devant l'hôtel. Juste pour voir de la lumière à sa fenêtre. Juste pour savoir qu'elle était là. Qu'elle respirait. Qu'elle tenait. Le 11e jour, elle m'a appelé. « Maman, je rentre à l'appartement aujourd'hui. Tu peux venir m'aider ?»« Bien sûr, ma chérie, j'arrive. » Quand je suis arrivée, vers 14 heures, elle m'attendait déjà devant l'immeuble. Elle portait un jean, un pull noir, ses cheveux attachés en chignon. Elle avait maigri. Ses joues étaient creusées. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose de plus dur, de plus déterminé. « Bonjour, maman, » avait-elle dit en m'embrassant. « Bonjour, ma chérie. Comment tu te sens ?»« Mieux. Enfin, je crois. » Nous étions montés ensemble, dans l'appartement qui, désormais, lui appartenait à elle seule. Tristan n'était pas revenu depuis ce soir-là. Son avocat lui avait sans doute conseillé de rester à distance. En entrant, Camille avait regardé autour d'elle, longuement, comme si elle découvrait les lieux pour la première fois. « Je vais tout changer », avait-elle dit. Les meubles, les couleurs, les tableaux, tout. Je ne veux plus rien qui me rappelle lui. C'est une bonne idée. Je vais commencer par la chambre. Je ne peux pas dormir dans ce lit. Pas après ce qui s'est passé. Elle avait raison. Ce lit, c'était leur lit. Le lit de leur mariage. Le lit de leur mensonge. On va le vendre, avais-je dit.
Et on en achètera un nouveau. Juste pour toi. Elle avait souri. Un petit sourire fragile. Merci, maman. Les jours suivants, Camille s'est lancée dans une frénésie de changement. Elle a fait venir un brocanteur qui a emporté le lit, le canapé, la table de la salle à manger. Tout ce qu'ils avaient acheté ensemble. Elle a repeint les murs. Blanc. Partout. Comme pour effacer toutes les couleurs du passé. Elle a accroché de nouveaux tableaux. Des aquarelles douces. Des paysages apaisants. Des œuvres qu'elle avait choisies seule, sans l'avis de personne. Et petit à petit, l'appartement est devenu le sien. Vraiment le sien. Pendant ce temps, la procédure de divorce avançait. Maître Dubois était efficace, implacable, comme je l'avais imaginé. Il avait déposé la requête en divorce pour faute début juillet, avec toutes les preuves, les photos de Maxime, mon témoignage écrit, les relevés de compte qui montrèrent des dépenses suspectes dans des hôtels. Tristan avait engagé un avocat, lui aussi, un homme réputé pour défendre des causes difficiles. Il tentait de minimiser, de dire que c'était une erreur de parcours, que Camille exagérait, qu'elle était trop émotive. Mais les faits étaient là, irréfutables. Au mois d'août, il y a eu une première audience. Camille devait y aller. J'avais proposé de l'accompagner, mais elle avait refusé. « Non, maman, c'est quelque chose que je dois faire seule. » Elle était partie le matin, vêtue d'un tailleur gris sobre, les cheveux lâchés, pas de maquillage, juste elle, digne, forte. Quand elle était revenue, en fin d'après-midi, elle semblait libérée. « Comment ça s'est passé ?» avais-je demandé. « Bien. Le juge a été très clair. Il a dit que les preuves étaient accablantes, que le divorce serait prononcé, que c'était juste une question de temps. Et Tristan ? Elle avait eu un petit rire amer. Il a essayé de me parler, avant l'audience. Il voulait qu'on discute, qu'on trouve un arrangement à l'amiable. Mais Maître Dubois l'a arrêté net. Il lui a dit que toute communication devait passer par lui. « Et toi ? Comment tu te sentais en le voyant ?» Elle avait réfléchi un instant. « Rien. Je n'ai rien ressenti, maman. C'était comme regarder un étranger, un homme que je ne connais pas, un homme que je n'ai peut-être jamais connu. » Ces mots m'avaient brisé le cœur, mais en même temps, ils m'avaient rassuré, parce qu'ils montraient que Camille était en train de guérir, qu'elle était en train de se détacher. C'est à cette époque-là, fin août, que Maxime est réapparu. Il avait téléphoné à Camille un mardi soir. Elle m'avait raconté la conversation le lendemain. Il voulait prendre des nouvelles, savoir comment j'allais, comment se passait la procédure. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité, que c'était difficile, mais que j'avançais. Et lui aussi va mieux. Il a dit qu'Élise et lui sont officiellement séparés, qu'elle est partie vivre chez sa sœur, à Lyon. Elle est partie à Lyon ? Oui, apparemment elle ne supporte plus Paris. Elle ne supporte plus les regards, les jugements. Elle a tout quitté. J'avais hoché la tête. Une partie de moi ressentait une satisfaction amère. Élise récoltait ce qu'elle avait semé. Mais une autre partie, plus douce, se disait que la trahison fait des victimes de tous les côtés. Et Maxime t'a proposé quoi ? De prendre un café, un de ces jours, quand je me sentirai prête. Il a dit qu'on était dans le même bateau, que ça pourrait nous faire du bien de parler, de partager. Tu vas accepter ? Elle avait haussé les épaules. Je ne sais pas. Peut-être, ou peut-être pas. Je ne veux pas qu'il pense que... Enfin, tu vois, je ne veux pas de complications. Bien sûr, prends ton temps. Mais finalement, elle avait accepté. 2 semaines plus tard, début septembre, Camille et Maxime s'étaient retrouvés dans un café, près du jardin du Luxembourg. Un endroit neutre, public, sans enjeu. Camille m'avait appelé en sortant. « Comment ça s'est passé ?» avais-je demandé. « Bien, vraiment bien. On a parlé pendant 2 heures, de tout, de nos mariages, de nos erreurs, de ce qu'on aurait dû voir, de ce qu'on a ignoré. Et comment il va, lui ? Mieux, il a l'air apaisé. Il m'a dit qu'il avait compris des choses, que cette trahison, aussi horrible soit-elle, lui avait ouvert les yeux, qu'il s'était perdu dans son mariage, qu'il avait oublié qui il était. C'est exactement ce qui t'est arrivé à toi aussi. Oui, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est perdu. Mais maintenant, on se retrouve. Il y avait quelque chose de léger dans sa voix, quelque chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps, de l'espoir. Les mois suivants, Camille et Maxime se sont revus régulièrement. Pas en amoureux. Non, pas encore. Juste en amis, en alliés, en rescapés du même naufrage.
Ils allaient au cinéma ensemble. Ils se promenaient dans Paris. Ils dînaient dans de petits restaurants discrets. Camille me racontait. Et chaque fois, je voyais son visage s'illuminer un peu plus. Il est tellement différent de Tristan, maman. Il écoute, il pose des questions. Il s'intéresse vraiment à ce que je dis. Il me fait rire. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai ri comme ça. Fais attention quand même, ma chérie. Ne te précipite pas. Tu es encore fragile. Je sais, maman. Je ne me précipite pas. C'est juste agréable. C'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui me comprend, qui a vécu la même chose, qui ne me juge pas. Et je la comprenais. Parce que, après une trahison, après une destruction, on a besoin de quelqu'un qui nous rappelle qu'on peut encore faire confiance, qu'on peut encore aimer, qu'on peut encore être aimé. En novembre, 5 mois après ce samedi terrible, le divorce de Camille a été prononcé. Elle m'avait téléphoné depuis le tribunal, la voix tremblante. « C'est fini, maman. C'est officiellement fini. Comment tu te sens ? » « Libre. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. » Le juge avait tranché en sa faveur. L'appartement lui revenait entièrement. Tristan devait lui verser une compensation financière pour l'apport qu'elle avait fait avec l'héritage de son père. Il n'y avait pas de pension alimentaire. Il n'avait pas d'enfant. Mais Camille récupérait tout ce qui lui appartenait. Tristan avait perdu, sur toute la ligne. C'est quelques jours après le jugement que Camille m'a dit quelque chose qui m'a surprise. Nous déjeunions ensemble dans ce petit bistrot qu'elle aimait tant, rue Mouffetard. « Maman, tu sais quoi ? Je ne lui en veux plus. » J'avais levé les yeux, surprise. « À Tristan ? » Oui, je ne lui en veux plus. Je ne ressens plus de colère. Juste du vide, comme s'il n'avait jamais existé. C'est une bonne chose, ma chérie. Et tu sais pourquoi ? Parce que s'il ne m'avait pas trahi, je serais encore là-bas, enfermée dans ce mariage. Éteinte, invisible. Il m'a libérée sans le savoir. Elle avait souri. Un vrai sourire. Lumineux. Il m'a donné le pire. Mais en faisant ça, il m'a aussi donné le meilleur. La possibilité de recommencer. La possibilité d'être moi-même. J'avais pris sa main dans la mienne. Tu es tellement forte, Camille. Je suis fière de toi. C'est grâce à toi, maman. Si tu n'avais pas eu le courage de fermer cette porte, si tu ne m'avais pas forcé à voir la vérité, je serais encore là-bas, à me mentir, à me taire. Non, c'est toi qui as eu le courage. Moi, j'ai juste donné le premier coup. Mais c'est toi qui as eu la force de te relever. Quant à Maxime, son divorce à lui a été prononcé en décembre. Élise n'avait pas contesté. Elle avait signé tous les papiers sans broncher. Peut-être par culpabilité, peut-être par lâcheté, peut-être juste parce qu'elle voulait tourner la page. Maxime aussi avait récupéré l'essentiel, leur appartement, ses investissements, sa dignité, et lui aussi s'était reconstruit. C'est à Noël que tout a vraiment changé. Camille m'avait invité à dîner chez elle, le 24 décembre. Juste toi et moi, maman, comme avant. J'étais arrivée vers 19h, les bras chargés de cadeaux. Mais en entrant, j'avais vu qu'elle avait mis 2 couverts de plus. Camille ? Elle était apparue de la cuisine, les joues rosies par la chaleur du four. « Maman, j'espère que ça ne te dérange pas. J'ai invité Maxime. Et sa mère. » « Sa mère ? Oui, elle est veuve, comme toi. Elle vit seule. Je me suis dit que ce serait bien, qu'on soit tous ensemble. » J'avais souri. « C'est une très bonne idée, ma chérie. » Maxime était arrivé peu après, avec sa mère. Une femme élégante d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs, au sourire chaleureux. Nous avions dîné ensemble, dans la joie, dans la simplicité, dans cette chaleur qu'on ressent quand on est avec les bonnes personnes. Et pendant tout le repas, j'avais observé Camille et Maxime, la manière dont ils se regardaient, la manière dont ils riaient ensemble, la manière dont ils se frôlaient, presque timidement, comme 2 adolescents. Et j'avais su que quelque chose était en train de naître entre eux, quelque chose de beau, de vrai, de juste. Ce soir-là, avant de partir, j'avais pris Camille à part. « Tu es heureuse, n'est-ce pas ?» Elle avait rougi. « Oui, maman, je crois que oui. » Alors c'est tout ce qui compte. Je l'avais embrassée, longuement. Et en rentrant chez moi, dans le froid de cette nuit de Noël, j'avais pensé à cette clé. Cette petite clé en laiton qui avait tout changé. Cette clé qui avait brisé un mensonge et ouvert la porte à une nouvelle vie. La vie a une drôle de façon de rendre justice. Pas avec des coups d'éclat, pas avec des vengeances spectaculaires, mais avec le temps.
avec la vérité qui finit toujours par rattraper ceux qui ont semé le mensonge. L'année suivante, celle qui a suivi ce terrible samedi de juin, a été une année de transformation. Pour Camille, pour moi, et aussi, sans que je le cherche, pour ceux qui nous avaient de fait du mal. Parce que le karma, ce n'est pas quelque chose qu'on invoque, c'est quelque chose qui arrive, naturellement, inévitablement. C'est en février, 8 mois après la découverte, que j'ai eu des nouvelles d'Élise. J'étais au marché, rue Daguerre, un dimanche matin. Je choisissais des légumes quand j'ai entendu une voix derrière moi. « Madame Perrault ?» Je m'étais retournée. C'était la mère d'Élise, une femme que j'avais croisée quelquefois lors des repas de famille. Une femme discrète, toujours un peu en retrait. « Bonjour, Madame Lavigne », avais-je répondu poliment. Elle avait l'air gênée. Elle tripotait la anse de son sac à main nerveusement. « Je voulais vous dire quelque chose, à propos d'Élise. Je vous écoute. Elle ne va pas bien. Pas bien du tout. Depuis qu'elle est à Lyon, elle s'est effondrée. Elle ne sort plus. Elle ne travaille plus. Elle reste enfermée chez sa sœur. Elle pleure tout le temps. » J'avais senti un mélange de compassion et de distance. Oui, Élise souffrait. Mais c'était la conséquence de ses propres choix. « Ah, je suis désolée pour elle, » avais-je dit sincèrement. « Mais vous comprenez que... » « Je sais, » m'avait coupé Madame Lavigne. « Je sais ce qu'elle a fait. C'est impardonnable. Mais c'est ma fille. Et je voulais juste que vous sachiez qu'elle paie très cher. » Elle avait marqué une pause. Elle a perdu son mari. Elle a perdu sa réputation. Elle a perdu tous ses amis. Personne ne veut plus lui parler. Les gens la jugent, la montrent du doigt. Elle est devenue une paria. J'avais hoché la tête lentement. Madame Lavigne, je ne souhaite de mal à personne, vraiment. Mais Élise a fait un choix qui a détruit 2 familles. Et maintenant, elle vit avec les conséquences. C'est tout. Je sais, je voulais juste, je ne sais pas, m'excuser peut-être, au nom de ma fille. Ce n'est pas à vous de vous excuser, c'est à elle. Mais je ne suis pas celle à qui elle doit demander pardon. C'est à Camille et à Maxime. Elle avait baissé les yeux. Camille ne répondra jamais à ses appels. Elle a changé de numéro. C'est son droit. Madame Lavigne avait hoché la tête tristement. Puis elle était partie, les épaules voûtées, comme si elle portait toute la honte de sa fille. Et moi, j'étais restée là, au milieu du marché, avec mes légumes dans les mains. Je ne ressentais pas de joie, pas de satisfaction. Juste une constatation. La vie avait rendu justice, à sa façon. Quant à Tristan, son chemin a été tout aussi révélateur. C'est Maître Dubois qui nous avait donné des nouvelles, au printemps. Il avait convoqué Camille dans son bureau pour finaliser les derniers papiers. J'étais venue avec elle. « J'ai quelque chose à vous dire », avait commencé l'avocat en refermant un dossier. « Quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ou pas. Mais je pense que vous avez le droit de savoir. »« Quoi donc ?» avait demandé Camille. « Tristan a des problèmes. Professionnels, financiers. » Camille avait froncé les sourcils. « Quel genre de problème ? Apparemment, il y a eu une enquête interne dans sa société. Des irrégularités, des transactions douteuses. Il est soupçonné d'avoir détourné des fonds de certains clients. Mon cœur s'était arrêté. Détourner des fonds ? Oui. Rien n'est encore prouvé, bien sûr. Mais l'enquête est en cours. Et d'après ce que j'ai entendu, ça ne se présente pas bien pour lui. Camille était restée silencieuse. Elle regardait par la fenêtre, le visage impassible. « Il a toujours été trop gourmand », avait-elle finalement murmuré. Trop sûr de lui, il pensait qu'il pouvait tout avoir, tout contrôler, sans jamais payer le prix. « Eh bien, il semble que le prix arrive maintenant », avait dit Maître Dubois. Quelques semaines plus tard, nous avions appris que Tristan avait été licencié, mis à pied pour faute grave. Une procédure judiciaire était en cours. Il risquait plusieurs années de prison. Camille n'avait fait aucun commentaire. Elle avait juste dit « C'est triste, triste de gâcher sa vie comme ça, mais ce n'est plus mon problème. » Et c'était vrai, ce n'était plus son problème. C'est en mai, presque 1 an jour pour jour après cette terrible découverte, que j'ai revu Tristan. Par hasard, dans le métro. J'étais sur le quai de la ligne 12, à Sèvres-Babylone. Il était là, seul, adossé contre un pilier. Il avait vieilli. En 1 an, il semblait avoir pris 10 ans. Ses cheveux étaient plus gris, son visage creusé, ses vêtements moins soignés. Il m'avait vu. Nos regards s'étaient croisés. Et pendant un instant, j'avais vu quelque chose dans ses yeux. Du regret,
de la honte, de la solitude. Il avait ouvert la bouche, comme pour dire quelque chose. Mais aucun son n'était sorti. Le métro était arrivé. Les portes s'étaient ouvertes. J'étais montée. Lui, non. Et en m'asseyant, j'avais regardé par la vitre. Il était toujours là, debout sur le quai, les mains dans les poches, le regard vide, seul, complètement seul. Et c'est à ce moment-là que j'avais compris. Tristan n'avait pas besoin que je le punisse, que Camille le punisse, que qui que ce soit le punisse. Il se punissait lui-même, chaque jour, chaque nuit, en vivant avec les conséquences de ses choix, en voyant tout ce qu'il avait perdu, en réalisant, trop tard, qu'il avait détruit la seule chose qui comptait vraiment, l'amour d'une femme bonne. En juin, exactement 1 an après ce samedi terrible, Camille et Maxime ont officialisé leur relation. Ils ne se cachaient plus. Ils s'affichaient, main dans la main, heureux. Camille m'avait invité à dîner pour me l'annoncer officiellement. « Maman, je voulais que tu sois la première à savoir. Maxime et moi, on est ensemble, vraiment ensemble. » J'avais souri, un sourire immense. « Je suis si heureuse pour toi, ma chérie. Je sais que ça peut paraître rapide, que les gens vont dire qu'on s'est consolés l'un l'autre. Mais ce n'est pas ça, maman. Ce n'est pas de la consolation. C'est de l'amour, du vrai amour, celui qui te voit, qui te respecte, qui te fait grandir. Je sais, ma chérie, je le vois bien. » Maxime était entré à ce moment-là, portant une bouteille de champagne. « Agathe, » avait-il dit avec un sourire chaleureux, « je voulais vous remercier. » « Me remercier ? Pourquoi ? Pour ce que vous avez fait, ce samedi-là. Si vous n'aviez pas eu le courage de fermer cette porte, de nous appeler, Camille et moi, on serait encore prisonniers de nos mensonges. On ne se serait jamais trouvés. J'avais senti mes yeux s'embuer. Je n'ai fait que ce qu'une mère doit faire, protéger sa fille. « Non, » avait-il insisté, « vous avez fait bien plus que ça. Vous avez dit la vérité, au risque de blesser, au risque d'être détesté. Mais vous l'avez dite quand même, et grâce à ça, nous sommes libres. Nous sommes heureux. » Il avait levé son verre. « À vous, Agathe, à votre courage, à votre amour. Nous avions trinqué, tous les trois. Et ce soir-là, j'avais compris quelque chose de fondamental. Le karma, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas la punition, c'est l'équilibre. Ceux qui sèment la douleur récoltent la solitude. Ceux qui sèment le mensonge récoltent la honte. Ceux qui sèment la trahison récoltent la perte. Mais ceux qui sèment l'amour, la vérité, le courage, ceux-là récoltent la paix, la joie, le bonheur. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'Élise était revenue à Paris. Mais elle vivait seule, dans un petit studio du 20e arrondissement. Elle travaillait comme caissière dans un supermarché. Elle qui avait tout, une belle maison, un bon mari, un statut social. Elle n'avait plus rien, sauf, peut-être, le temps de réfléchir à ce qu'elle avait fait. Tristan, lui, était en liberté conditionnelle. La procédure judiciaire avançait lentement. Mais il avait perdu son emploi, sa réputation, son appartement, tout. Il vivait chez un ami, dans une chambre de bonne. Lui qui aimait tant les beaux quartiers, les belles choses, l'apparence. Il n'avait plus rien à montrer, plus rien à prouver, plus personne à impressionner. Et moi, en apprenant tout cela, je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse, juste une forme de sérénité, parce que la vie avait fait son travail, sans que j'aie besoin d'intervenir, sans que Camille ait besoin de se venger. La vie avait rendu ce qu'on lui avait donné, aux uns comme aux autres. Un soir d'été en juillet, Camille m'a emmené dîner sur une péniche au bord de la Seine. Le soleil se couchait, l'eau scintillait. Paris était magnifique. « Maman », m'avait-elle dit en me prenant la main, « tu te souviens de ce samedi, il y a un peu plus d'1 an ? Comment l'oublier ? J'y pense souvent. Et tu sais quoi ? Je ne regrette rien, absolument rien, même pas la douleur, même pas la trahison. Parce que si tout ça n'était pas arrivé, je ne serais pas ici, avec Maxime, avec toi, avec moi-même. » Elle avait souri. « Tristan m'a traité de folle ce jour-là. Enfin, il t'a traité de vieille démente. Mais en réalité, c'est lui qui était fou. Fou de croire qu'il pouvait mentir sans conséquence, qu'il pouvait trahir sans payer le prix, qu'il pouvait tout contrôler. Et Élise aussi, avais-je ajouté doucement. Oui, Élise aussi. Elle a perdu son mari, sa famille, sa vie. Pourquoi ? Pour quelques moments volés ? Pour une illusion ? Elle avait secoué la tête. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne, maman. Toujours, même si ça prend du temps.
même si on ne le voit pas tout de suite. Mais la vérité finit toujours par éclater. Et ceux qui ont semé le mal finissent toujours par récolter ce qu'ils ont mérité. J'avais hoché la tête, parce qu'elle avait raison. Tristan n'avait plus rien. Élise n'avait plus rien. Mais Camille, elle, avait tout. L'amour, la paix, la liberté. Et moi, j'avais ma fille, heureuse, épanouie, vivante. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'avais sorti la petite clé en laiton de mon tiroir. Je l'avais regardée, longuement. Cette clé qui avait tout changé. Cette clé qui avait enfermé un mensonge et ouvert la porte à la vérité. Et j'avais pensé à tous ceux qui, aujourd'hui, souffraient des conséquences de leur choix. Tristan, seul, brisé, sans avenir. Élise, isolée, honteuse, sans amour. Et j'avais pensé à tous ceux qui, aujourd'hui, récoltèrent les fruits de leur courage. Camille, heureuse, libre, aimée. Maxime, apaisé, reconstruit, amoureux. Et moi, fière, sereine, en paix. La vie avait rendu justice. Pas avec violence, pas avec vengeance, mais avec équilibre, avec karma, avec cette justice poétique qui dit « Tu récoltes ce que tu sèmes ». Et ce soir-là, en m'endormant, j'avais su que tout était à sa place, que chacun vivait avec les conséquences de ses choix, et que parfois, il suffit d'une clé pour tout changer. Aujourd'hui, 2 ans ont passé depuis ce samedi de juin qui a tout changé. Je m'appelle Agathe Perrault. J'ai 61 ans maintenant. Et quand je repense à cette matinée où j'ai tourné une clé dans une serrure, je me dis que c'est le geste le plus courageux de ma vie. Parce que parfois, protéger ceux qu'on aime, c'est accepter de les blesser, de briser leurs illusions, de leur montrer une vérité qu'ils ne veulent pas voir. Camille et Maxime se sont mariés en septembre dernier. Une petite cérémonie intime, dans un jardin en Provence. Juste la famille proche, les vrais amis, ceux qui sont restés. Ce jour-là, en voyant ma fille marcher vers l'autel au bras de Maxime, j'ai pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes de joie, de soulagement, de paix, parce que je savais qu'elle était enfin avec un homme qui la respectait, qui l'aimait vraiment, qui la voyait. Tristan vit toujours à Paris, seul. Je l'ai recroisé une fois, l'année dernière. Il avait baissé les yeux en me voyant. Nous n'avons pas parlé. Il n'y avait plus rien à dire. Élise, elle, est restée à Lyon. D'après ce que j'ai entendu, elle a refait sa vie. Modestement, discrètement. Je ne lui souhaite ni bien ni mal. Juste qu'elle apprenne de ses erreurs. Moi, je vis toujours dans mon petit appartement du 15e arrondissement. Mais maintenant, je ne suis plus seule. Camille passe me voir 3 fois par semaine. Maxime m'invite à dîner le dimanche. Et bientôt, très bientôt, je serai grand-mère. Camille est enceinte, de 4 mois. Une petite fille, qu'ils appelleront Hélène, comme ma mère. Ce que j'ai appris de tout cela, que le silence est parfois une trahison. Que dire la vérité, même quand elle fait mal, c'est le plus grand acte d'amour. Que les mensonges finissent toujours par s'effondrer, et que ceux qui les construisent s'effondrent avec eux. Que le temps guérit, mais surtout que le temps révèle. Et que parfois, une simple clé peut changer le destin de toute une vie. Si mon histoire peut aider, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à ne plus accepter l'inacceptable, à avoir le courage de dire la vérité, alors tout cela aura eu un sens, parce que nous méritons toutes d'être aimées, respectées, vues, et parfois, il faut fermer une porte pour en ouvrir 1000 autres. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.